D'habitude, quand on observe une élection locale, on s'attend à plonger dans la mécanique un peu banale du quotidien. Oui, les fameux débats sur l'entretien de la voirie, la gestion des déchets, ce genre de choses. Exactement. Ou même le financement du prochain gymnase. Enfin, des enjeux tangibles, presque rassurants, je dirais. C'est ça, une gestion de bon père de famille en quelque sorte. Sauf que là, en se penchant sur l'actuelle campagne municipale parisienne, et très spécifiquement sur cet entre-deux-tours ultra décisif, eh bien cette vision classique, elle vole purement et simplement en éclats. Complètement en éclat, oui. On est sur un tout autre niveau. On fait face à un paysage politique d'une complexité redoutable. C'est simple, chaque décision de quartier prend aujourd'hui l'envergure d'une véritable guerre de religion. Le terme n'est même pas exagéré honnêtement. Alors, avant de plonger au cœur de cette analyse en profondeur, il faut absolument qu'on précise le cadre de notre démarche pour tous ceux qui nous écoutent. C'est indispensable, oui. Surtout sur un sujet aussi sensible. Nous nous appuyons aujourd'hui sur un document d'analyse très structuré, un fichier PDF qui décortique le grand débat télévisé de BFM TV pour cet entre-deux-tours, ainsi que diverses interviews des têtes de liste. Tout à fait. Et il faut être d'une clarté absolue, dès maintenant. Oui, je me dois de le dire avec force, ces sources contiennent des opinions politiquement très très marquées. Ça balaye tous les jiquilés, de la gauche radicale à la droite en passant par le centre. Et des opinions parfois très virulentes les unes envers les autres. Voilà, et notre rôle ici n'est absolument pas de prendre parti. On ne juge pas, on ne soutient aucune idéologie. L'objectif unique de notre émission, c'est informer. Juste les faits. On veut décortiquer impartialement les mécaniques de ce scrutin, les stratégies et les arguments tels qu'ils ont été pensés par les acteurs. Le tout pour offrir une grille de lecture bienveillante et pédagogique. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette élection a totalement débardé les limites du périphérique parisien. Ah, tu veux dire que ce n'est plus vraiment du local? Eh bien, ce n'est plus un simple scrutin municipal, c'est devenu un véritable laboratoire à ciel ouvert de la politique moderne, en fait. Un laboratoire de quoi exactement? De la polarisation. Absolument. Les fractures qui s'y expriment, ce sont les mêmes qui traversent toutes les grandes démocraties occidentales aujourd'hui. On y observe la mort du centre, la fin du compromis et surtout la primauté de l'idéologie pure sur la simple gestion administrative. Bon. Décortiquons tout cela et reprenons la chronologie. Parce que tout bascule en fait juste avant ce fameux débat télévisé à 3. Le fameux coup de théâtre, oui. Les sources mettent en lumière un événement qui a totalement rebattu les cartes. Le désistement de Sarah Knafo, la candidate de Reconquête. Oui, et il faut se rappeler qu'elle est arrivée en 5e position au premier tour, en captant quand même plus de 10% des voix, ce qui représente, si je ne me trompe pas, environ 85 000 électeurs. Mathématiquement parlant, c'est un trésor de guerre inestimable pour le second tour. C'est la clé de l'élection, tout simplement. Pourtant, elle se retire de la course. Et quand on analyse ces déclarations, on comprend vite que ce n'est pas du tout le fruit d'une grande réconciliation amicale à droite. Pas du tout. Non, les interviews révèlent plutôt une tension très palpable. Ah oui, la candidate explique avoir cherché à nouer une alliance officielle avec la liste de Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. Mais cette main tendue, elle a été catégoriquement rejetée. Rejetée avec une certaine violence politique même. Exactement. Dans ses propres termes, elle pointe du doigt un veto strict qui aurait été imposé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. L'argument sous-jacent, tel qu'elle le perçoit en tout cas, c'est vraiment la peur de l'étiquette d'extrême droite. La peur du dommage en termes d'image pour 2027 en fait. Voilà, et ça l'a poussée à fustiger publiquement ce qu'elle appelle, je cite, la droite la plus bête du monde, incapable de s'unir pour gagner. C'est là que la mécanique devient fascinante, parce que, face à ce rejet, plutôt que de se maintenir par vengeance, ce qui, soyons clairs, aurait garanti à son parti des sièges au Conseil de Paris, eh bien, elle choisit l'effacement total. Un choix très lourd de conséquences. Elle déclare se retirer, et c'est très important de préciser ces mots, non pas pour Rachida Dati, mais pour Paris. Oui, elle appelle ses 85 000 électeurs à faire barrage à la gauche par pur pragmatisme, tout en exigeant que son programme soit entendu sur la baisse des dépenses, la sécurité et la beauté architecturale. En lisant cela, une analogie s'impose. C'est la mécanique exacte d'un sacrifice aux échecs. C'est une très belle image, oui. On accepte de perdre une pièce majeure, en l'occurrence ses propres sièges d'élus, pour forcer une configuration d'échec et mat sur le plateau. Est-ce que ce geste ne révèle pas une scission fondamentale à droite? Entre qui et qui? Entre, d'un côté, une stratégie d'appareil politique obnubilée par son image, et de l'autre, un vote de conviction radical qui priorise le résultat immédiat sur le terrain. L'analogie échiquienne
illustre parfaitement la violence de la manœuvre. C'est un sacrifice, certes, mais qui piège totalement la partie adverse. C'est-à-dire Rachida Dati. Oui, en forçant ce désistement sans contrepartie officielle, Sarah Knafo la place devant un dilemme absolument vertigineux. Dati a un besoin vital de ses 85 000 voix pour espérer l'emporter, mais elle doit les capter sans jamais donner l'impression d'avoir pactisé. Sous peine de perdre son électorat centriste ou modéré. C'est redoutable. Ce retrait fiche donc le second tour en une triangulaire pure et dure. Voilà, le décor est planté pour le grand débat. Et c'est cette configuration qui donne toute sa structure au débat analysé dans nos sources. Face à face, on a 3 candidats et surtout 3 postures qui semblent franchement, philosophiquement, irréconciliables. Totalement. Commençons par Rachida Dati, si tu veux bien. L'analyse de sa rhétorique montre qu'elle ne cherche absolument pas le compromis. Non. Elle impose une grille de lecture extrêmement binaire. Sa stratégie s'articule autour d'un concept très clair, le référendum sur le bilan de l'équipe sortante. C'est la posture de ce qu'on pourrait appeler l'ordre et le pragmatisme. Le fameux stop ou encore. Exactement. Elle veut forcer les lecteurs à répondre à cette unique question, et pour ça, elle utilise la statistique comme une arme de destruction massive. Elle martèle par exemple le chiffre des 12 milliards d'euros de dette. Et pourquoi ce chiffre en particulier au-delà de son ampleur? Parce qu'il permet de déplacer le débat. On sort du terrain de l'idéologie pour attaquer directement sur l'incompétence managériale supposée de la mairie actuelle. Elle y ajoute des constats d'insalubrité et pointe l'insécurité. Elle attaque aussi très durement sur des alliances locales qu'elle juge, disons, complaisantes avec l'extrême gauche. C'est bien ça? Oui, elle accuse l'équipe adverse d'alliances condamnables. Face à cette offensive très ciblée, la position d'Emmanuel Grégoire est passionnante à analyser. Parce qu'il ne se met pas sur la défensive? Exactement. Il ne se terre pas dans une posture de comptable qui viendrait justifier ligne par ligne son budget. Il adopte la posture du bouclier protecteur. C'est une belle expression. Comment ça se traduit concrètement? Son argumentaire, ce n'est pas de s'excuser. Il revendique. Il décrit la capitale comme une ville refuge, un rempart indispensable pour la mixité sociale face aux violences du marché libre. Donc les 12 milliards, pour lui, c'est le prix à payer pour ce bouclier. En quelque sorte. Mais la vraie subtilité de sa défense, c'est qu'elle se transforme immédiatement en attaque morale. Il ne répond pas sur les milliards avec un fichier Excel. Il accuse Rachida Dati d'avoir scellé un pacte du diable en coulisses. Ah oui, suite au retrait de Sarah Knafo. Tout à fait. Il l'accuse d'avoir négocié ce retrait. C'est un angle d'attaque incroyable. Il force Dati à se justifier sur la morale républicaine au lieu de parler de la propreté des rues. Et en même temps, il tape aussi sur la troisième force, Sofia Chikirou, en fustigeant son maintien. Sauf que Sofia Chikirou, qui représente la France insoumise forte de ses 11%, refuse catégoriquement de s'effacer. Le document d'analyse définit d'ailleurs sa posture comme celle de la rupture radicale. C'est une stratégie d'opposition frontale qui renvoie les deux autres dos à dos. Non. Exactement. Pour elle, Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, ce ne sont que les 2 nuances d'un même système libéral. Elle assume totalement de maintenir sa candidature malgré la pression énorme du vote utile à gauche. Et elle avance des mesures chocs, je crois. Les sources parlent de l'arrêt de méga-projets immobiliers. Oui, l'arrêt immédiat de 5 grands projets de bureaux pour en faire des parcs, un gel des loyers publics et même une régie publique pour le vélo. Si l'on relie cela à une vision plus globale, ce qui ressort de ce débat à 3, c'est vraiment l'impossibilité totale de la nuance. Ah oui, le compromis semble mort et enterré. Chaque candidat s'est érigé en unique sauveur face à 2 périls mortels. Mais au-delà des programmes, il y a la manière dont le débat a été mené. C'est tellement révélateur de l'état du dialogue démocratique. Tu penses à l'ère de l'esquive, n'est-ce pas? Exactement. Comment ont-ils fait pour éviter systématiquement les sujets qui fâchent? Le rapport d'analyse est très détaillé là-dessus. Le mécanisme est simple. Face à une question clivante, on déplace le cadre. Prenons la fameuse zone à trafic limité, la ZTL. C'est le projet pour interdire le trafic de transit dans le centre de Paris, c'est bien ça? Oui. Quand Rachida Dati est interrogée frontalement pour savoir si elle va la supprimer ou non, le document note qu'elle refuse de répondre par oui ou non. Elle dévie habilement la conversation sur la nécessité de faire de la végétalisation en pleine terre. Et hop, elle évite de se mettre à dos les automobilistes tout en draguant l'électorat écolo. C'est l'esquive parfaite. Pareil pour Sofia Chikirou, quand on lui demande si son maintien ne risque pas mathématiquement de faire basculer la ville à droite, elle esquive totalement l'arithmétique pour parler de faire mentir les sondages. Mais le plus frappant, et nos sources insistent lourdement là-dessus, c'est ce transfert de responsabilité permanent, la nationalisation de l'enjeu.
C'est une mécanique implacable, oui. Dès qu'un problème local est pointé du doigt, c'est la faute de l'État. Emmanuel Grégoire impute la baisse des effectifs de police locale au gouvernement national de Nicolas Sarkozy. Tout en rappelant perfidement que Rachida Dati était ministre de ce gouvernement, bien sûr. Évidemment. Et Sofia Chikirou reproche à Rachida Dati l'augmentation de la pauvreté au niveau national pour justifier la misère dans les rues de Paris. Et Grégoire, dans une autre interview, va même jusqu'à accuser le président de la République en personne d'être intervenu pour le retrait de Canafo. Tout remonte au sommet de l'État. Mais là, il y a une question critique. À force de rejeter systématiquement la faute sur les chaînes nationales, est-ce que ces candidats ne finissent pas par avouer une forme d'impuissance locale totale ? N'est-ce pas un aveu de faiblesse hyper dangereux pour un futur maire ? C'est le grand paradoxe. En transformant un scrutin municipal en tribune d'opposition nationale, ils s'assurent de mobiliser leur base militante. Mais oui, le coût, c'est l'érosion de la crédibilité de l'action publique locale elle-même. C'est vrai. Mais alors qu'on nageait dans ces stratégies de communication, ces esquives bien rodées, un sujet d'une gravité absolue a percé le bruit ambiant. Oui. Un sujet qui a forcé les candidats à affronter le réel, et de la manière la plus tragique qui soit. Le drame du périscolaire. Les sources qu'on a étudiées sont glaçantes à ce sujet. Très glaçante. Les faits exposés lors du débat sont accablants. On parle de 52 animateurs suspendus avec des suspicions graves d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. C'est terrifiant. Et il y a aussi ce drame pendant l'été, non ? Oui, la noyade tragique d'un enfant autiste qui était encadré par du personnel n'ayant reçu aucune formation spécifique. Et puis il y a ce cas qui symbolise toute la faillite du système. Le transfert d'un animateur. Voilà, un animateur visé par des alertes dans le 7e arrondissement a simplement été déplacé vers une école du 15e arrondissement, sans être suspendu. Mais comment est-ce administrativement possible ? C'est le choc des responsabilités en direct sur le plateau. Rachida Dati et Sofia Chikirou ont attaqué de front. Elles pointent du doigt un système précaire, basé sur des vacataires sous-payés, et surtout elles dénoncent un rapport de l'inspection générale datant de 2015. 2015 ? Oui, un rapport qui alerte déjà sur ces dysfonctionnements et qui aurait été enterré par l'exécutif, et notamment par Emmanuel Grégoire, qui était à l'époque en charge des ressources humaines de la ville. Et quelle a été la ligne de défense d'Emmanuel Grégoire face à de telles accusations ? C'est indéfendable, non ? Sa défense, c'est la dilution du pouvoir. Il annonce d'abord une remise à plat totale des contrôles s'il est élu. Ensuite, il se défend en arguant que c'est l'administration, les dizaines de milliers d'agents, et non les élus directement qui gèrent les recrutements et les affectations. Il blâme la machine administrative, en somme. Hein. C'est ça, il évoque aussi la lenteur de la justice qui empêche d'agir vite. Et puis, dans un moment très lourd émotionnellement, il confie sur le plateau avoir lui-même été victime d'agression dans sa jeunesse pour montrer qu'il comprend viscéralement le problème. C'est ici que cela devient vraiment, mais alors vraiment intéressant. De manière très sombre, bien sûr. Mais ce drame ne met-il pas en lumière l'incapacité terrifiante de la machine administrative à protéger les plus vulnérables ? Cela soulève une question essentielle, effectivement, celle de la frontière, souvent très floue, entre la responsabilité purement technique de l'administration et la responsabilité morale et politique de l'élu. L'élu ne peut pas juste dire c'est la faute des RH quand on parle de la sécurité des enfants. Exactement. Le choix d'organiser l'encadrement sur la base de contrats ultra précaires, c'est un choix politique, pas juste un aléa administratif. Après avoir exploré toutes ces stratégies, cette rhétorique et l'impact brutal de ce drame sur la campagne, il faut donner du sens à l'ensemble pour les électeurs. Oui, car au-delà des polémiques, le document d'analyse formule le véritable choix qui s'offre aux Parisiens. Ce n'est pas qu'une question de bulletin, c'est une véritable philosophie de l'action publique. Quelles sont ces philosophies, du coup ? Il y en a 3. La première, portée par Grégoire, c'est la continuité protectrice. Ça veut dire accepter la lourdeur, voire les failles de l'administration, pour sanctuariser la ville comme un refuge écologique et social. D'accord. Et pour Rachida Dati ? C'est l'ordre et le pragmatisme. C'est faire le pari de l'autorité et de la rigueur pour réparer le quotidien. Mais ça implique potentiellement de revenir sur certaines avancées écologiques récentes. Et la troisième voie, celle de Chikirou ? Alors, la rupture radicale, choisir l'audace d'un renversement économique complet au niveau local, en acceptant de fait le risque d'un affrontement permanent et dur avec l'État. C'est crucial de comprendre cela pour quiconque suit cette élection. Ça permet de voter non pas par réaction purement émotionnelle, mais en pleine conscience de la vision de la société qui est proposée. C'est le but de notre analyse, oui. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond, si on prend un peu de hauteur ? C'est la grande question. Si la gestion d'une ville se transforme aujourd'hui en une guerre de tranchées idéologiques absolue, est-ce que la notion même d'intérêt général local n'est pas en train de mourir ?
L'intérêt général local, c'est-à-dire les choses simples? Oui, simplement garder les rues propres, s'assurer que les écoles sont sûres. Est-ce que tout cela n'est pas en train de disparaître au profit exclusif des grandes batailles politiques nationales éphébiennes? C'est un risque majeur, en effet. C'est une question qu'on va laisser en suspens aujourd'hui, mais qui mérite vraiment d'encourager la réflexion chez tous ceux qui nous écoutent, bien au-delà des résultats de ce scrutin précis. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse en profondeur, et on se retrouve très vite pour décortiquer de nouveaux enjeux.